Bonjour, bienvenue à cet enregistrement, ce podcast de l'Académie Jardin de vie. J'ai encore le grand bonheur et l'honneur de recevoir aujourd'hui Lucie Mengui, qui est cofondatrice, ancienne propriétaire de cette magnifique entreprise Alixir à Grondines. Bienvenue, Lucie. Bonjour, merci. Aujourd'hui, on a un sujet incroyable à vous partager. On veut vous parler d'études en aromathérapie, on veut vous parler de la réalité au Québec en aromathérapie, on veut vous parler de témoignages d'aromathérapie. Et tout ça est parti, je pense, il y a plusieurs années, Lucie, d'un besoin au Québec, d'une reconnaissance aussi de l'aromathérapie. Et puis, Lucie, je pense que les gens le savent, les gens qui te suivent, tu as donné une très grande partie des ventes de ton entreprise d'Alixir à la Fondation Armand Frappier pour justement aider au Québec à ce qu'on ait plus d'études cliniques en aromathérapie. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus, c'est-à-dire d'où est-ce que tu es venue cette idée d'offrir un si gros montant à une fondation. Puis, on va échanger à ce sujet parce que je trouve ça super passionnant. Donc, je te laisse la parole. D'où est-ce que ça t'est venu cette idée d'offrir, de faire un si gros don à une fondation? Ben, l'histoire est longue, bien sûr, mais je peux vous donner un résumé très parlant. C'est que au cours de mes 34 années de travail avec les huiles, j'ai été témoin de tellement d'effets médicinaux que les gens vivaient et me rapportaient des témoignages de succès comme les plantes médicinales, puis que l'aromathérapie faisait ses preuves sous mes yeux pendant des années. Et la réflexion qui m'a vraiment décidé à investir là-dedans, c'est quand un médecin me dit: «Voyons donc, si c'était si bon que ça, je le saurais. Hmm. Comment ça se fait qu'il ne sait pas?» C'était ça ma question qui a été vraiment le déclencheur de dire: «Bon, ben, on va s'en occuper qu'il le sache, là, tu sais, là. Il faut qu'il le sache parce que c'est lui qui soigne, tu sais, c'est lui, c'est le corps médical, c'est tout le monde médical qui a actuellement la responsabilité d'aider les gens dans toutes sortes de situations de maladie.» Bon, évidemment, ils ne sont pas nécessairement à la protection et à la prévention, ils ne sont pas axés là-dessus actuellement avec les pharmaceutiques, mais nous autres, dans notre domaine, on veut vraiment que la santé soit le thème principal et que le médecin en soit conscient de ces moyens d'action qui sont à disposition de tout le monde et qui peuvent être utilisés pour éviter énormément de complications. Sans, Parce que sans c'est oublier, même si la prévention, c'est pas leur force, sans oublier que l'aromathérapie, les huiles essentielles, c'est une médecine d'urgence phénoménale grâce à sa rapidité d'action, que ce soit en lien avec la guérison de la peau, l'arrêt des saignements, les infections microbiennes, fongiques et tout ça. Donc, même dans une situation de médecine conventionnelle d'urgence, les huiles essentielles auraient leur place. absolument. Si seulement ils savaient. Hmm. Si Si, seulement. si. Alors, comment on peut en venir à ce que les médecins puissent dire oui, c'est efficace, oui, je vois des études passer, oui, j'ai le droit de les recommander. Quel est le Voilà. passage qu'on va utiliser pour ça? C'est exactement ça, comme tu le dis, là, pour qu'enfin ils aient le droit d'aller vers cette thérapeutique. Et je n'exclurai pas les autres aussi qui ont fait leurs preuves et qui sont situés à l'extérieur de leur champ à l'heure actuelle. Et malheureusement, parce qu'il y a énormément de bénéfices à s'ouvrir à ces médecines-là. Et puis, mais évidemment, moi, à cause de mon parcours, je focus sur celui que je connais et que j'ai expérimenté personnellement et qui a fait toute ma conviction. Les autres, je ne les ai pas tous essayés, mais celui-là, j'ai essayé vraiment beaucoup. J'imagine. Oui, Avec la diversité, le choix, l'accès, la proximité, on s'en prive pas. exactement, exactement. Quand j'ai une pharmacopée comme ça entre les mains, la curiosité m'emporte, hein. C'est sûr que j'en ai essayé beaucoup de choses. Puis, j'étais toujours critique et sceptique au départ parce que, voyons donc, si c'était si beau que ça, je le saurais, là. Mais je me suis dit ça aussi, là. Puis après ça, ben, j'ai cherché des preuves personnellement.
puis je les ai trouvés, puis je les ai eus, puis j'ai été émerveillée. Puis émerveillée parce que là le résultat, tous les aromathérapeutes ont cette expérience-là, c'est sûr, comme toi aussi, que ça résout un paquet de problèmes d'une façon agréable. En Oui. plus, on peut trouver ça agréable et ça n'a pas de récidive pratiquement et pas d'effet secondaire pratiquement. C'est réellement une thérapeutique qui est exceptionnellement intéressante. Puis c'est pas normal que le monde de la santé n'ait pas accès à ça. C'est pas normal. Alors Tout moi, à je fait. voulais vraiment corriger tout bêtement cette espèce de décalage qui a l'air d'être fondamentalement comme un accident. J'appellerais ça un accident commercial peut-être, parce que c'est à cause des règles de commerce que cette situation-là s'est mise en place avec cette espèce d'écart entre les bénéficiaires et les produits. Les allégations, par exemple, ne sont pas autorisées, évidemment, mais quand on considère que des milliers de preuves, ce n'est pas suffisant, là, il est peut-être temps de revoir nos méthodes d'évaluation. Là, tu sais, là-dessus, je pense qu'il faut que le monde de la recherche, le monde scientifique, s'arrête pour réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui qualifie une vraie preuve? En réalité, c'est les résultats. Hein? Puis après ça, Oui. viendront les statistiques. Les statistiques, ils sont réellement du bord du public. C'est le public qui fait les statistiques. C'est le public qui fait l'expérience crédible. Il n'est même pas payé pour témoigner. Et ils n'ont que de bénéfices en plus. Mais généralement, s'il y a des effets secondaires, c'est parce qu'ils se sont trompés de diagnostic ou bien c'est parce qu'ils se sont trompés d'ingrédients. Mais quand ils procèdent d'une façon rigoureuse avec des thérapeutes compétents, moi, j'ai vraiment pas vu beaucoup d'accidents là-dedans. Là. C'est très Non. rare. Les accidents, c'est souvent un mauvais usage d'une huile essentielle, soit dermocaustique. Il faut vraiment avoir mal utilisé une huile essentielle, que ce soit sur la peau ou en ingestion, pour avoir un effet secondaire qui est généralement très passager. Mais les gens, moi, ce que j'entends, ils vont dire, oui, mais il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études. Mais pourtant, quand on va sur des sites scientifiques, on trouve quand même beaucoup, des milliers d'études sur les huiles essentielles ou leurs composés moléculaires. Hein. Des fois, ils vont isoler une molécule, ils vont l'étudier de manière séparée des autres. Puis des fois, on a des études avec l'huile essentielle dans son intégralité. Donc, des études, il y en a quand même. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a des piles sur les tablettes. Oui. Puis, c'est l'aromathérapie exactement. Si on va dans la table des références, là, il y en a 796, si ma mémoire est bonne, références scientifiques qui ont servi de base cette encyclopédie, cette Paru, revue de fonction. oui, paru avant les années 2000. Ben oui, en Là, on est 90. 25 ans plus tard, là. Oui, c'est ça, exactement. Mais là, ça nous amène à réfléchir sur qu'est-ce qui se passe avec les sciences et comment ça marche. Oui. Et là-dessus, j'ai expérimenté, puis j'ai fait faire moi aussi des études scientifiques en tant qu'entreprise. Et la manière de financer, la manière de faire évoluer une étude et qu'est-ce qu'on peut en conclure et dans quel domaine peuvent s'appliquer les conclusions. C'est comme ça qu'on va comprendre pourquoi les produits naturels sont si mal validés. Hmm. L'absence de brevet, c'est vite dit, hein, mais on ne peut pas breveter la nature. Dieu merci, on ne Oui, voudrait pas qu'elle soit brevetée puis qu'elle soit monopolisée par quelqu'un qui décide que c'est lui qui monopolise les patates. Là. Non, arrête. oui. Hein. Ou le Mais, sapin. ou le sapin, peut-être plus approprié comme exemple. Ben, les Québécois aiment bien les patates aussi. Je veux dire quelque chose de bien banal, hein, qui est dans nos vies quotidiennes et qui a quand même toujours des fonctions qui sont liées à la biologie, liées à la physiologie, liées à notre vie, tout simplement. L'alimentation, c'est du vivant aussi. Ça ne se Hmm. brevette pas non plus, là, les légumes qui font ceci, cela. Mais ce qui est important là, dans le commerce, c'est le monopole. Hmm. Parce que mettons, la compagnie qui a découvert qu'un ingrédient est intéressant pour tel effet et qui veut générer un produit de consommation qui va présenter cet effet-là. Bon.
Si ça, son but, la compagnie privée, le gouvernement subventionne ça pour créer de l'emploi, pour stimuler l'activité économique et supporter les entreprises en production. Le gouvernement, normalement, ne subventionne pas sans but. Puis, quand il investit dans un domaine de recherche comme ça, la justification, c'est qu'en créant de l'emploi, il va avoir des salariés qui vont payer de l'impôt puis qui vont finalement rembourser la subvention. Et là, ils vont rentabiliser l'investissement gouvernemental sous forme de revenus d'impôt. Jusque-là, ça va bien, sauf que dans le produit naturel, il n'y aura pas de brevet possible. Et quand vient le temps, après les études précliniques, ça, il y en a foison des études précliniques, des preuves de fonction. Puis ça, on l'a fait avec l'Institut Armand Frappier à répétition. Plusieurs entreprises l'ont fait, des études précliniques. Ça peut être l'œuvre d'instituts d'enseignement, par exemple, université, cégep, centre de recherche associés à des centres d'enseignement. Eux autres, ils ont des budgets spéciaux pour faire travailler les étudiants sur des projets de recherche qu'on appelle la science fondamentale, où on va aller mieux connaître les substances qui semblent donner de l'intérêt à l'industrie éventuellement. Mais pour tout de suite, il faut qu'on aille plus loin dans la compréhension, dans l'analyse, dans l'observation. Alors, on va faire des tests précliniques qui se rendent généralement parfois jusqu'aux animaux, mais ça ne va pas jusqu'aux humains généralement. Là. Mais on va commencer par des tests de fonction en vase de Pétri, sur la microbiologie, par exemple, les tests sur les micro-organismes. Ensuite de ça, on peut aller chez les animaux faire des tests d'innocuité. Innocuité, c'est faire la preuve que ça ne tuera pas. Et si ça a des effets secondaires, on peut solutionner ça. Là, mais il faut d'abord vérifier si c'est sécuritaire. Ensuite de ça, si ça fait ce qu'on pense que ça fait, puis à répétition dans différentes circonstances et conditions. Puis ensuite de ça, après bien des étapes comme de préclinique, on pourra aboutir à des preuves cliniques qui, elles, sont l'aboutissement sur les humains. Et je pense que c'est ça le défi en aromathérapie, c'est que on dirait que l'industrie ou la science québécoise passe pas à l'autre Voilà, étape, donc de l'étude préclinique à l'étude clinique. c'est ça, exactement. Puis c'est là que ça casse. Là, il y a une fissure entre la recherche puis l'usage. Il y a une fissure. Puis le médecin, lui, est de l'autre bord du cratère. Tu sais, là, lui, il peut pas accéder à cette connaissance-là puis la mettre en pratique. Il peut le faire pour sa famille, il y en a beaucoup qui le font, mais ils ne peuvent pas mettre ça dans leur pratique clinique parce que ce n'est pas permis d'aller au-delà de cette limite-là. Du côté des produits naturels, les gens qui vont vers les produits naturels pour se soigner le font de leur propre initiative et à leur risque et péril, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'étudier Oui, eux-mêmes par leur recherche. qui font leurs recherches, leurs études pour finir par conclure, ben, coudonc, ça marche tellement que je vais aller en acheter d'autres. Et nous Oui, autres, en tant que commerçants, on n'a rien dit et pourtant, ils reviennent. C'est oui, eux qui témoignent, c'est eux qui ont lu, on lit nous autres aussi, bien sûr, mais ils ont étudié la chose, ils l'ont mise en pratique, ils ont constaté. Ils font eux-mêmes les études cliniques tout à fait. et de façon bénévole. En plus, et Voilà, avec succès et effet bénéfique. c'est ça. Bien là, partant de là, moi je dis donc, c'est le public Hmm. qui a le pouvoir de faire ça. C'est le public qui a la liberté de le faire, c'est le public qui a l'objectivité et c'est le public qui a intérêt. Oui, parce qu'on le fait Tellement. pour nous. Voilà, voilà, ils ont tellement intérêt, comme on le fait encore, moi aussi, j'achète des huiles, puis je n'ai pas de subvention pour me soigner avec les huiles, et pourtant je vais le faire quand même. Puis il y a beaucoup Mhm. de monde qui le font aussi, parce que le bénéfice, c'est la santé qui en découle, c'est les bons résultats, c'est l'agrément d'utiliser ces substances sympathiques qui nous sont profitables. Tu sais. Donc, le projet de recherche, là, actuellement, j'ai des projets de recherche qui sont en cours. On va en parler au salon, pas au salon, mais au colloque d'aromathérapie. Et
sur tous les sites, toutes nos tribunes, on va parler de ce qui a déjà eu lieu. On va faire un petit retour sur les expériences des chercheurs et les deux projets qui sont actuellement activés avec le fonds aromathérapie qui est fondé chez Armand Frappier. Là. Donc, Là, grâce à l'Institut Armand Frappier, il y a eu des études cliniques en aromathérapie. pas clinique. Pas cliniques, On est encore dans le précliniques. préclinique. Oui, on est Hmm, encore dans le préclinique. Puis le préclinique, c'est celui qui va faire des preuves de fonction, des preuves d'innocuité. Ça, c'est encore préclinique. Et oui. généralement, ça va jusqu'aux souris. Ça Hmm. soigne les souris contre le cancer, mais ça ne va pas plus loin parce que ce n'est pas brevetable. C'est Oui, intéressant, ça. c'est Pourquoi le, les c'est le souris et pas défi. moi? Oui, c'est ça. C'est que l'industrie pharmaceutique n'est pas intéressée à investir en aromathérapie parce que, comme tu le mentionnes, c'est pas brevetable. Donc, s'ils peuvent pas synthétiser ou faire un médicament, ils n'ont aucun intérêt à investir dans un produit qui est disponible pour tout le monde, pour lequel ils n'auront pas une exclusivité suite à avoir investi des millions de dollars là, dans les Voilà, recherches cliniques. voilà. C'est là que c'est impossible. Effectivement, c'est exactement ce déroulement-là qui rend la, la solution médicale inaccessible. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas accéder à la crédibilité médicale si on ne peut pas faire des études cliniques, puis elles sont impossibles à financer parce que ça coûte des millions. Mettons, à chaque cobaye qui va utiliser une huile de façon expérimentale ou un médicament de façon expérimentale, il va devoir être rémunéré. Puis c'est souvent des milliers de dollars, puis c'est les étudiants en médecine ou c'est des étudiants qui se prêtent à ça pour payer leurs études des fois. Mais ça, vu que ça en prend un grand nombre pour obtenir des résultats dignes de servir de preuve, ils vont avoir dépensé généralement 6 à 8 millions pour monter la preuve clinique. Hmm. Il n'y a pas personne qui va financer une compagnie qui veut faire un produit médicinal, 8 millions sans brevet. Ben oui, parce qu'ensuite, c'est accessible pour tout le monde. La compagnie n'a pas une exclusivité sur un Non, ça fait que produit, une personne huile ne va la essentielle. dépenser, Ouais. la dépense. Personne ne va avoir Mhm. l'opportunité de faire ça. Fait que cette impossibilité-là n'est pas de la faute des produits parce qu'ils ne sont pas bons, elle n'est pas de la faute que le public en veut pas, elle est de la faute que finalement, on ne peut pas le financer. Hmm. Alors, finalement, d'où vient l'argent qui va pouvoir nous permettre de financer ça? Il n'y a que le public qui va être capable de dire, ben moi, je n'ai pas besoin de brevet, j'ai besoin de preuves. Oui. C'est Mhm. tout ce que j'ai besoin. Je veux juste les preuves. Donc, on a la voie où on requiert quand même du financement via l'Institut Armand Frappier parce qu'on a encore quand même des études précliniques à faire. On a autre chose qu'on veut découvrir, démontrer. Et d'un autre côté, on veut solliciter les gens qui utilisent les huiles essentielles pour obtenir leur témoignage, pour ramasser une banque de données, si je m'exprime bien, pour être capable de monter des études cliniques sous forme de preuves. Exactement. Exactement. Moi, vois-tu, ce que je trouve dans cette démarche qui est extrêmement fructueuse, c'est qu'on a des bénévoles qui vont vouloir donner leur témoignage parce Oui, qu'ils ont acheté des huiles, ils ont utilisé des huiles, ils ont étudié les huiles, ils ont guéri avec les huiles, se oui, sont soignés avec les huiles. C'est pas nous qui avons fait ça, là, c'est le public. Le public est capable, bien sûr, s'il est capable d'étudier et de mettre en application ce qu'il a appris, il est capable de témoigner, puis il va être heureux de le faire parce que ça va maintenir. Et là, on rejoint ceux qui veulent vraiment défendre le droit d'accès aux produits naturels pour se soigner. On a besoin de défendre ça, puis on va le défendre avec des preuves et des témoins. oui, plus que jamais Plus que aujourd'hui. jamais, voilà, c'est ça. Oui, Hein. on a besoin de garder cet accès. On ne peut pas tous chacun distiller nos petites plantes chez nous pour avoir quelques gouttes d'huile essentielle. Donc, on veut pouvoir garder cet accès
aux huiles essentielles, d'où l'importance d'un côté de démontrer leur innocuité, leur sécurité, et d'un autre côté de démontrer qu'il y a tellement depuis de nombreuses années des gens qui les utilisent de manière sécuritaire et qui ont des résultats. Donc, en déposant ça au niveau du gouvernement, on démontre que c'est sécuritaire et on démontre que ça fonctionne. Voilà, voilà. Puis là, on a besoin de se mettre ensemble pour avoir les moyens de payer les scientifiques qui vont participer à notre projet. On ne peut pas leur demander d'être bénévoles, eux autres, évidemment. Fait que Exact. on a accès à des chercheurs qui acceptent le défi. C'est félicitations à l'Institut Armand Frappier et à cette équipe de chercheurs-là qui ont bien voulu relever le défi. Moi, j'ai Incroyable. chapeau à l'Institut, là, parce qu'ils ils ont été ouverts à ce nouveau domaine que eux autres sont très peu sollicités par les produits naturels parce que justement, tout ce qu'on a dit avant. Alors maintenant, pour eux autres, ils saluent la nouveauté, puis ils apprécient le défi, puis ça les intéresse. Alors, on est en train finalement de monter une belle équipe où on va mettre ensemble les producteurs, les utilisateurs et les experts en sciences qui vont démontrer. Mais les experts en aromathérapie vont aussi participer. Ils sont des experts en sciences appliquées. Tu sais, il y a des enseignants comme toi qui ont vraiment un coup de main à donner pour bien guider les recherches. Parce que finalement, ça nous prend des indices de vers où on devrait chercher, qu'est-ce On qui est le commence plus par quelle huile? intéressant. Oui, on commence par quoi? Là? Puis là, moi, d'entrée de jeu, j'ai lancé le défi sur les maladies, l'antibiorésistance, les maladies qu'on attrape parce que les antibiotiques ont développé des résistances bactériennes grâce à l'évolution des bactéries. Alors, ce phénomène-là qui tue encore beaucoup de monde, il est à explorer. Puis l'exploration, moi, je l'avais débuté avec des gens proches de moi qui ont dit, Lucie, il y a quelqu'un là, qui est en train de mourir à l'hôpital, c'est un proche, c'est un frère, une mère, un père. Et en tout cas, quand c'est proche de nous, on ose. Et puis, on les a toutes sortis debout de l'hôpital, de ces gens-là. Là, parce qu'il n'y avait pas une grave maladie, sauf qu'il y avait attrapé une bactérie antibiorésistante qui pouvait les tuer. Ils n'ont pas péri de ça parce que les huiles essentielles n'ont pas. C'est pas anti-huile essentielle résistance. Non, non. Ils n'ont pas la résistance aux huiles. Ça Mais non, c'est. parce qu'une huile essentielle, c'est composé de dizaines, des fois centaines de molécules différentes. Donc, souvent, les bactéries ou les levures, les êtres fongiques n'ont pas la capacité de se moduler et de s'adapter à autant de molécules qui est antibactérienne dans une seule huile essentielle. D'où l'importance de faire des études avec des huiles essentielles complètes de haute qualité et non des molécules isolées comme le thymol ou le carvacrol, parce que là, on en revient au même défi des antibiotiques. Je me questionne si à long terme, il ne pourra pas y avoir une résistance parce que les bactéries vont s'y adapter. Donc, on veut travailler dans une aromathérapie intégrale, globale, où on utilise l'huile essentielle telle que la nature nous l'offre depuis des millions d'années. Tout à fait, tout à fait. Puis ça, quand j'ai expliqué ça aux chercheurs, aux chercheurs, ils ont dit, hein, quoi? Nous autres, on purifie. Non, non, vous simplifiez. Puis c'est ça, c'est pour exactement les raisons que tu viens de mentionner. Les bactéries ont beau jeu de s'adapter quand c'est simplet. Mais Oui, quand c'est même, très même naturel. complexe, ben oui, même naturel, il pourrait fort bien développer la capacité de ne de pas subir ça. Là. D'ailleurs, il y en a des exemples de ça. Là. Puis cette réalité-là, maintenant, m'a fait aussi mettre ma convention avec eux que c'était avec des huiles intégrales. On ne fait pas avec des fractions. Ça, l'industrie s'en occupera si ça les intéresse, mais nous autres, ce qui nous intéresse, c'est l'huile dans sa forme originale telle qu'elle, telle que fabriquée par Mère Nature. Bien, Voilà. parce que le client, quand il voit l'étude, puis on a des résultats probants, il va vouloir se procurer l'huile essentielle complète et non pas une molécule isolée qui risque de ne pas être disponible sur le marché. Donc, il faut rester avec ce que le client Exactement. a accès. Voilà, exactement. C'est pour le public qu'on veut travailler avec des substances complètes accessibles, telles Mm. qu'elles sont construites par la nature. Puis, elle, j'y fais confiance, vois-tu.
sait faire. Puis elle sait depuis des millions d'années toutes les complications qui peuvent venir avec des molécules isolées. Tu sais, c'est une connaissance de la vie elle-même. C'est un phénomène qu'on ne pourra pas surpasser. En tout cas, ça, c'est évidemment mon credo, mais cette perfection-là, on ne l'aura pas du laboratoire. Ça ne se peut pas. Dès que ça dépasse plus que 4 composantes, sont mal pris. Ouais. Donc là, l'Institut Armand-Frappier a choisi de plonger dans cette aventure avec toi, Lucie, depuis, je pense, plusieurs années quand même. C'est pas C'est tout récent, 2022. 2022. On a commencé ça en 2022. Puis dans les podcasts précédents qu'on a filmés, qu'on a enregistrés ensemble, on a reçu Monique Lacroix, qui est une chercheure à l'Institut Armand-Frappier et qui, bon, je pense qu'elle préside ou elle a dirigé plusieurs de ses recherches depuis 2022 qui sont très, très intéressantes. Est-ce que tu veux nous en parler un peu ou tu veux nous amener sur qu'est-ce qui s'en vient éventuellement? Ben, au sujet de Monique, Madame Lacroix, elle avait déjà commencé des recherches avant que je la connaisse. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai repérée comme intéressante, évidemment. Tu sais, si elle fait des huiles essentielles, elle m'intéresse. Fait que dans les rapports que j'ai croisés à un moment donné à l'occasion de mes recherches, j'ai croisé des études qui avaient été exécutées par l'Institut sur les fonctions antibactériennes des huiles essentielles dans le domaine alimentaire. Et puis, plusieurs, en fait, plusieurs sessions d'études qu'elle a fait pour une compagnie dans le domaine des huiles essentielles qui lui avait demandé d'expertiser les fonctions antibactériennes pour, on parle du domaine alimentaire, pour le E. coli, staphylocoque doré, salmonelle et listeria. Ça, c'est toutes des épouvantails de la santé alimentaire, là, tu sais. C'est les menaces courantes qui sont dans le domaine de l'alimentaire et que les fabricants transformateurs craignent dans les Oui. fromages, dans les viandes, dans toutes sortes d'aliments transformés. C'est leur phobie, ces bêtes-là. Là. Et ces petites bêtes-là, comme disait l'autre, ça veut vivre aussi. Et c'est là que on a notre considération de garder les huiles intégrales. C'est là qu'on se rend compte que c'est valable parce que ça veut vivre. Et si ça veut vivre, ça va être ratoureux, ça va s'adapter, ça va être capable de muter. Puis Madame Lacroix l'avait déjà noté ça, que quand elle utilisait du thymol, c'était moins efficace que du thym. Hmm. Elle Puis l'avait déjà pourtant, le noté. thym contient 60-70% de thymol, hein. Le thym à thymol, là. Oui, c'est ça. Mais ces composantes complémentaires viennent euh, servir d'auxiliaire aussi. Puis en même temps, là, elle l'a réalisé dans ses résultats. Elle n'a pas cherché à justifier, à dire, elle n'a pas fait une conclusion dans son étude pour dire utiliser les huiles intégrales. Elle ne l'avait pas considéré comme important ce détail, mais moi, je le trouvais très important ce détail. Et Oui. puis, après ça, elle a toujours utilisé des huiles dans leur forme intégrale. Elle n'a jamais fractionné parce qu'elle trouvait justement que l'effet était plus durable aussi. Là. Fait que ces deux remarques-là, elle les avait déjà dans ses découvertes et dans ses méthodes de travail. Et elle avait rédigé, avec son équipe bien sûr, des tableaux résumés des fonctions antiseptiques des huiles sur différents pathogènes et une quarantaine d'huiles différentes. Je suis tombée là-dessus, puis j'ai trouvé wow! Bon, ben j'ai dit, pourtant, il manque les huiles du Québec là-dedans. Là. Ça, en effet. On a tellement des trésors au Québec, puis plusieurs, même si certaines ne sont pas beaucoup produites, on en a qui sont grandement produites, puis qu'on a intérêt à rendre disponibles à la population, puis à savoir comment bien les utiliser. Oui. Alors, pour le vide, et aussi dans des demandes de subventions, c'était plus chanceux de demander, parce que pour les travaux de Mme Lacroix au service d'Elixir, il y avait des programmes de subvention qui nous soutenaient dans cette entreprise de rentrer en recherche. Là, là ben, ça a malheureusement changé les critères depuis cette époque-là. Mais à cette époque-là, on pouvait vraiment aller chercher des subventions pour encore la perspective à long terme, c'était de créer de l'emploi, mettre en valeur les ressources du pays, puis faire développer nos connaissances et nos produits découlant de chez nous. Là.
Et que c'était doublement intéressant et doublement passionnant d'entreprendre cette démarche-là avec un laboratoire de recherche. Alors, je ne me suis pas gênée, là. J'ai été auprès de cet institut-là pour aller valider les différentes fonctions des huiles essentielles du Québec, mais en repassant les tests qui nous les amenaient à qualifier dans le domaine de l'hygiène alimentaire, mais aussi de l'hygiène corporelle, puis de l'hygiène dans toutes les catégories. Hygiène de l'air en particulier aussi, que je trouvais très intéressante à continuer d'expertiser. Ça continue maintenant avec Mme Lacroix. Les projets d'hygiène de l'air, ils continuent avec Alixir encore, puis avec la fondation, là, les fonds de la fondation, on a continué de subventionner dans ce domaine-là. Puis, au niveau du COVID, on a aussi fait une recherche sur les fonctions antivirales et anti-coronavirus des huiles essentielles qui peuvent avoir un intérêt sans se restreindre, par exemple, aux huiles du Québec, mais il y avait une place de choix, bien sûr, dans la panoplie, mais en incluant aussi des huiles des autres pays qui pouvaient susciter un intérêt en tant que solution. Là, il ne faut pas qu'on ait l'esprit de clocher quand il s'agit de sauver des vies dans le cas d'une pandémie. Mais en tout cas, cette réalité-là, elle a été explorée. L'étude a sorti. On a commencé cette étude-là en 2021 avec Mme Lacroix en début d'année. Le gouvernement, à l'occasion de cette période-là, donnait 100%, de financement. assumait toutes les dépenses. L'entreprise a fourni les échantillons et un peu de coaching et d'interaction, c'est-à-dire moi j'ai été impliquée dans les échanges et les orientations des recherches, mais pas au niveau des finances. On n'avait pas de déboursé, on n'avait que ça à faire et le laboratoire était complètement absorbé par le gouvernement. Alors 100%, on ne rate pas ça, on dit hey, allez, on fait un projet et le projet sort peu de temps, c'est-à-dire on a lancé ça en début d'année. Au mois d'août, le premier résultat sort. Il y a 18 huiles essentielles sur les 42 échantillons qui ont de l'intérêt en tant qu'antiviral. Ensuite de ça, parmi ces 18-là, il y en a 8 qui sont 100% efficaces. Éradication 100%, c'est vraiment une preuve de laboratoire, une preuve préclinique, mais qui indique une action vraiment remarquable. Et après ça, il y a des synergies qui ont été testées aussi et qui ont fait leur preuve aussi. Entre autres, là, chez Alixir, il y avait Complexe Respire et Complexe 25. Je le mentionne, un pitch de vente qui ne me concerne pas en réalité maintenant. Je n'ai plus d'action là-dedans, mais je suis l'auteur de ces formules-là et j'aime bien m'en rappeler. J'aime bien ça, j'en suis très Je fière. comprends. Avec fierté aussi. Oui. Puis ça a fait ces preuves-là dans le laboratoire sur les coronavirus. C'est quand même intéressant et très important. Et puis, finalement, par exemple, la publication qui va valider ça, la publication dans une revue scientifique, elle est exigée pour la crédibilité de l'expérience. Il faut que le rapport des chercheurs soit validé par des tiers, comme ils disent. Le tiers étant des chercheurs indépendants du sujet et du domaine qui a été initié et qui vont approuver les résultats comme valables. Eh bien, 4 ans plus tard, toujours pas trouvé de revue qui voulait publier ça. Quel dommage. Ceux qui fournissaient une raison disaient ça n'intéresse pas notre lectorat. Oh, comment en sait-il? Intéressant, hein? La raison est intéressante. Puis la raison met bien en évidence que c'est nous autres que ça intéresse. Oui. Ben oui, parce que suite à cette première entrevue qu'on a faite avec Mme Lacroix et qu'on a parlé de ces études en nommant les huiles, j'ai eu des retours. Les gens voulaient voir les études, voulaient savoir c'était quelles huiles essentielles. Donc, notre clientèle, ceux qui aiment les huiles essentielles, veulent savoir qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser en cas d'une autre infection virale reliée à un coronavirus. Donc, les gens ont un très, très grand intérêt. Donc, c'est là qu'on se ramène au fossé, hein, où ça coupe Oui, entre
on a les études, mais on voudrait les amener dans des revues scientifiques pour que le public, mais aussi le corps médical en soit informé et que ça les intéresse et qu'ils auraient le goût d'essayer, puis qu'il y ait un financement au niveau des études cliniques, qu'on l'essaie sur des gens qui ont une infection, puis qu'on peut se dire, bon, ben, on a tel pourcentage de rapidité de guérison, les symptômes ont diminué de tant de pourcents, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour en arriver à cette solution? Oui, c'est exactement la démarche, tu vois, parce que c'est simple en réalité. Tu sais, la problématique est simple quand on s'arrête à réfléchir un peu, puis on regarde les composantes de la problématique, on dit, bon, le problème, il est là, puis il y a une solution aussi là. Fait que c'est cette solution-là maintenant qu'ensemble, on va être capable de mettre en marche. Là, la partie importante est à venir. Oui. On est encore dans le préclinique en ce moment. Mais pour arriver à avoir l'équivalent de la valeur scientifique des études qui sont actuellement exigées pour faire des allégations, ben, il y a encore du chemin à parcourir, mais on est capable de le faire. Mais en réalité, ce que moi je perçois, c'est qu'il a été parcouru ce chemin-là. Il a été fait par les utilisateurs, par les amateurs d'huile qui se renseignent par eux-mêmes et qui sont en réalité les chercheurs. Oui. Et Maintenant, il nous reste à compiler ça. comment ces gens-là qui nous écoutent présentement, qui me disent, qui vont dire, ah, moi j'ai essayé telle huile essentielle, j'ai un succès incroyable, telle huile essentielle, comment est-ce qu'ils peuvent nous partager leur témoignage pour qu'on puisse, après ça, colliger l'information puis amener une preuve? Voilà, c'est là qu'est le prochain projet. Parce qu'il faut mettre en place une méthode de collecte de données qui est crédible, contrôlable aussi. Il faut que ça soit sécuritaire et que la construction résiste à, tu sais comment tout Internet peut se bousculer dans toutes sortes de malversations. On va assurer la sécurité des données, la véracité des données, etc. Ça, c'est un projet en soi. Puis Hmm. ça existe, ce genre de logiciel-là, ça existe. Là. Tu sais, les données de santé sont quand même analysées à l'heure actuelle pour sortir toutes les statistiques qu'on nous sert. Là. Bon, cette réalité-là, maintenant, on la met au service de cet objectif de recueillir des preuves cliniques sur les fonctions médicinales des huiles essentielles. Et après ça, là, le chapitre, une fois qu'on va avoir mis ça en place, avec une méthode et des chercheurs qualifiés, compétents, et aussi cette intention de partage des données. Il faut que ça soit évidemment subventionné par le public, mais au bénéfice du public. C'est le public qui a les brevets, mettons, entre guillemets. Oui. C'est le public qui maintient sa liberté d'accès. Puis le médecin, en ayant accès à ça aussi, il respecte son code d'éthique. Il respecte son code de déontologie qui l'encadre dans la pratique médicale. C'est sûr qu'il faut qu'on arrive à satisfaire ces besoins-là aussi de véracité, de preuve d'authenticité. Mais Hmm. c'est juste un projet comme d'autres, là, ça se réalise, ça. Mais ça se réalise en mettant des chercheurs là-dessus. C'est sûr que c'est pas moi qui est l'informaticienne, c'est pas moi qui est la médecin, c'est pas, tu sais, on n'est pas ça. L'analyste, C'est comme une ça. propriétaire d'entreprise qui fait tout, là? Oui, comme oui, c'est ça, mais on n'a pas la profession, on n'a pas le diplôme, mais on se mêle de tout. Mais ça fait aussi qu'on cherche des gens qualifiés pour faire ce qui doit être fait. Et voilà où on en est en ce moment-là. On en est puis on en a des alliés, là, tu sais, des scientifiques qui sont disposés à collaborer. Il y en a, tu sais, il y en a déjà qui ont donné leur yes. Yes, c'est comme Jean-Yves Dionne, pour ne pas le nommer. C'est un allié naturel dans cette démarche-là. Puis il y a Pierre Haddad, et là, je ne vais pas partir là-dedans parce que je vais en oublier, mais il y a des chercheurs, il y a des gens du domaine des produits naturels qui sont déjà des scientifiques reconnus. Et j'ai même Pierre Francom qui a dit oui, oui, je vais participer. Un projet qui l'intéresse. Alors, tu sais, tout le monde, dans le fond, là, nous qui sommes dans ce domaine et qui éprouvons le besoin de se réunir autour d'une volonté commune. En fait, c'est tout simplement ça, parce qu'on est tous d'accord que c'est un domaine
qui méritent d'être valorisés et reconnus. Puis, Oui. dans cette perspective-là, on est tout ce qu'on a à faire, c'est s'unir pour ça. Oui, tout à fait, s'unir dans tous les domaines, que ce soit ceux qui enseignent l'aromathérapie, ceux qui produisent, ceux qui vendent et ceux qui les utilisent. Donc, Oui, l'union fait la force. De exactement. s'unir, Oui, puis de trouver une façon, une méthode, parce qu'en effet, on ne peut pas recevoir des témoignages par courriel comme ça, comme un paragraphe écrit, puis décrypter ça, ça ne serait pas scientifique. Donc, je pense que c'est un des projets pour lesquels vous êtes en train de préparer, de monter, c'est de savoir comment on va colliger, comment est-ce qu'on va rassembler cette information-là pour qu'elle soit valide avec la collaboration de l'Institut Armand Frappier. voilà, voilà. Ils ont accepté le défi, puis ça en Wow! fait partie. Ça se passe pas dans des fioles de laboratoire, celui-là. Tu sais, Non. ça va se passer ça va se passer dans des collectes de données, puis c'est beaucoup d'informatique à l'heure actuelle, c'est l'outil privilégié pour ça. Puis mais aussi auprès des clients utilisateurs. Puis ceux-là, c'est les compagnies qui les connaissent. Les OK. revendeurs d'huiles essentielles, les gens qui sont dans le commerce des huiles essentielles, ils ont des bases de données clients, ils ont des sites internet et ils peuvent entrer en contact avec les gens et faire figurer dans leur page d'accueil, participer à un projet de recherche, aller témoigner. Voici le site, voici les renseignements, rendez-vous à cet endroit et vous allez pouvoir aider à crédibiliser le domaine que vous aimez. Mmh. Donc là, C'est ce site est en train d'être créé, cette page est en train d'être créée. On souhaite que ce le soit dans les années à venir, les mois à venir, que ce soit réalisé le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on vous en parle, parce qu'on veut que vous soyez prêts, vous soyez prêtes, que vous utilisiez vos huiles essentielles, puis pourquoi pas vous commenciez à noter vous-même oui, ce que vous oui, utilisez, combien de gouttes, à quelle fréquence. Ça prend des données qui sont, quand les gens me disent: «Ah, j'ai utilisé telle huile, ça a marché». Oui, parfait, c'était, bon, quelle variété, quelle sorte et ensuite, est-ce qu'elle a été utilisée par voie orale, voie cutanée, est-ce qu'elle était pure ou diluée? Quel était le pourcentage de dilution? Combien de gouttes ont été utilisées? À quelle fréquence quotidienne? Sur une durée de combien de jours? Combien de semaines? Ça prend l'information complète. Donc, nous, on oui. veut aussi vous sensibiliser en tant que client, en tant qu'auditeur, à commencer à rédiger vos informations comme mes étudiants, ils font un journal de bord à chaque niveau d'aromathérapie parce que les huiles essentielles, c'est en les utilisant qu'on retient à quoi qu'elles servent et c'est en écrivant un journal de bord qu'on peut se référer des mois et des années suivantes, qu'on se dit hey, c'est quoi déjà qui avait fonctionné? Ça avait bien marché, mais je l'avais utilisé comment? C'était quelle huile déjà j'avais prise? Donc, dans le fond, c'est qu'on veut vous amener à bien inscrire vos informations, peut-être commencer tout de suite à les accumuler. Puis nous, on est en train, en collaboration, en fait, plus toi, Lucie, en collaboration avec l'Institut Armand Frappier, de créer le système informatique qui va pouvoir qu'on va rendre accessible au public, qui va pouvoir prendre cette information-là, mais ensuite avec une base de données qui va pouvoir être analysable et rendre disponible à tout le monde, là. Exactement, puis c'est là qu'on s'aperçoit que c'est l'utilisateur qui est le chercheur finalement, là, tu sais? Parce que s'il fait avec méthode, c'est plus de l'anecdote, c'est de la Exact. recherche. Oui. C'est de la recherche. Puis la recherche, c'est une méthode de travail, en fait. C'est ce que j'apprécie de la science, moi, c'est cette rigueur et méthode. Parce que c'est avec ça qu'on est capable de répéter le succès. Tout à fait. Tu sais, là, on ne veut pas que ça soit un accident une fois, puis ça marche, là. Et on veut qu'on puisse pouvoir le répéter. Puis c'est en observant bien comme il faut les conditions requises qu'on va être capable de le répéter. Fait que, comme tu l'as dit, avec tous ces détails-là, les gens vont réellement participer à la recherche. Puis je suis très contente de l'idée que tu donnes de commencer donc tout de suite. Ben oui, parce que nous, dans le fond, il y a un travail d'informaticien derrière tout ça, derrière ce rêve de créer une méga étude
clinique qui Oui, sera probablement pas seulement québécoise ou canadienne, mais qui pourrait être accessible à tout le monde. Et pour ça, ben, il y a un besoin de financement au niveau, ça coûte, il y a des gens là, à défrayer, à payer pour ben créer oui. cette base de données-là, les analyser, les rendre publiques. Comment est-ce qu'il fonctionne au niveau de l'Institut Armand Frappier pour financer cette idée-là? Ben, c'est un fonds de recherche. Quand ils font, quand ils créent comment est-ce qu'ils appellent ça? Normalement, ils vont dire une chaire de recherche, mais une chaire de recherche, ça commence à 1 million, qu'on m'a expliqué. C'est un petit peu au-dessus de mes moyens, mais, Oui. mais ils ont quand même créé un fonds de recherche dédié à l'aromathérapie. C'est-à-dire que le donateur peut mettre son argent dans le projet choisi parmi les projets de l'Institut, de la Fondation, c'est-à-dire on peut choisir. Alors là, maintenant, il y a un choix de 4 projets ou 5 sujets, dont aromathérapie. Quand les gens cliquent sur aromathérapie, leur don va être réservé au projet qui porte sur ce sujet spécifique. Ils ne donnent pas à n'importe quoi, ils donnent aux recherches qui portent sur l'aromathérapie. Dans leur pratique, ils vont créer des fonds durables, c'est-à-dire que l'argent qu'ils reçoivent, ils le mettent dans un fonds dédié et c'est les intérêts qu'on dépense. Hmm. C'est sûr que ça rend le fonds productif parce qu'ils placent l'argent puis ils dépensent une partie de l'argent pour le chercheur, pour les différents projets de recherche peuvent aller chercher un pourcentage des fonds placés. Mais ils font durer le don comme ça, de manière à ce que le projet puisse être sur le long terme. Il y aura Vraiment toujours intéressant. un pourcentage qui va être disponible à dépenser, mais que le fonds ne va pas disparaître. C'est leur politique, puis la plupart des fondations, la philanthropie marche comme ça. Ça marche comme ça de manière à ce que le fonds soit durable, qui Hmm. continue de servir tout le temps, là. C'est sûr que ça réduit le montant à dépenser. Ce n'est pas 100% du don qui est dépensé immédiatement, c'est l'intérêt du don. Mais ça, c'est le domaine de l'administration. Puis je les comprends d'agir de la sorte, de manière à être durable dans le temps, que la Oui. Fondation puisse continuer de pouvoir compter sur ses budgets annuels, tu sais. Mais cette réalité-là, maintenant, nous a permis quand même, avec l'argent qui est déjà placé, qui a déjà été mis en place, de 2 projets. Un projet de Mme Lacroix qui continue, puis le projet de M. Désiel, Éric Désiel, dans le quorum sensing. Ça, je vais avoir l'occasion peut-être d'en reparler, mais c'est 2 sujets. Un qui est plus allopathique, qui va utiliser les huiles contre les bactéries et les micro-organismes, trouver la dose qui les élimine, et d'autre part, dans le quorum sensing, il va chercher, lui, la dose qui les neutralise. Fait que ces 2 approches, ça mérite évidemment d'être expliqué longuement, puis on va interviewer M. Désiel là-dessus pour avoir un chercheur qualifié pour Ben l'expliquer. oui, avec grand plaisir. On va essayer de l'inviter sous peu pour Oui, qu'il parle de ce projet. oui, c'est ça. Donc, les gens, nous, ce Ah, qu'on va faire, les gens peuvent avoir accès à cette page web qui est là, qui est disponible, et de permettre de grossir le fonds pour la chaire de recherche aromathérapie pour que les intérêts de ce fonds puissent subvenir aux besoins du moment présent, soit des recherches actuelles dédiées à l'aromathérapie ou ce magnifique projet de logiciel pour colliger les informations du public puis arriver à présenter une méga revue littéraire clinique que de l'expérience des gens qui ont avec les huiles essentielles. Donc, c'est sûr, peu importe où vous écoutez ce podcast, on va essayer de mettre un lien qui va vous amener à la page de la Fondation Armand Frappier, donc où c'est très simple, faire le don puis choisir dans les différents volets aromathérapie pour qu'on puisse faire rayonner l'aromathérapie longtemps, longtemps, les années à venir, puis faire en sorte, Lucie, c'est exactement ça, cette barrière, éventuellement, qu'il n'y ait plus le fossé
hein, mais Ouais, que ce qui est créé comme recherche puisse avoir toute la notoriété qu'elle devrait recevoir et que le public puisse être informé de toutes les qualités médicinales validées par la science contre les huiles exactement, essentielles. exactement. Prouver, valider. En Oui, fait, il faut sortir du qualificatif anecdote. oui, C'est tellement réducteur. Voilà combien de milliers d'anecdotes que vous allez transformer en connaissances communes, là, tu sais. Ça vous en prend combien, là? Parce que, oui. tu sais, dans la logique de la pensée et de l'expérience humaine, là, l'anecdote, c'est un incident isolé. Hmm. Mais quand on est des milliers à partager la même expérience, c'est plus un incident isolé. On appelle ça une expérience commune. Ça devient une évidence. Ils appellent ça une évidence clinique aussi, là. Si quelque chose continue encore et encore et encore à donner des résultats positifs dans une telle situation, puis ça devient une expérience commune. Tu sais, là, qu'est-ce qui enlève la soif mieux que l'eau, là? C'est une expérience commune. Bois, ça va te faire du bien, là. Tu sais, là, c'est vraiment commun, ça. Mais dans les huiles essentielles, on en a des expériences communes, tu sais. Puis on en a des huiles essentielles qui n'arrêtent pas de rendre service, puis qu'on devrait toujours avoir dans nos poches, là. Puis ça, c'est au-delà de l'anecdote, puis c'est au-delà de l'expérience scientifique. Ça devrait rentrer dans la vie quotidienne d'une façon automatique. Oui, Ça on veut que devrait être dans toutes les maisons. les gens n'aient plus de doute par rapport à l'efficacité des huiles essentielles, puis qu'éventuellement, ce soit peut-être même votre médecin qui vous propose, en ayant tous les droits de le faire et en ayant les études à l'appui, qui puisse vous proposer l'usage de certaines huiles essentielles parce qu'il sait que ça fonctionne, puis que vous allez obtenir de bons résultats et que tout le monde en sort gagnant, là. C'est pas une science qui Absolument. appartient à une communauté particulière, là. Non? C'est des éléments de la nature qu'on souhaite rendre disponibles. Puis au Québec, ben, il y en a du sapinage, il y en a du cèdre, puis on en a des belles huiles essentielles, puis on a des producteurs qui sont fabuleux, qui nous offrent une qualité impeccable. Donc, on veut valoriser ces produits du terroir, mais surtout vous les rendre accessibles avec l'information. Combien de gens ont des fioles à la maison, mais ils ne savent pas trop quoi en faire. Et c'est ça qui peut faire perdre de crédibilité, c'est quand les gens s'en servent mal, incorrectement. Donc, si l'information peut circuler de manière fluide, une information qui est crédible aux yeux de la science, bien, c'est exactement ce qu'on a besoin en aromathérapie pour que ce soit accessible pour tout le monde finalement. Oui, puis moi, tu sais, évidemment, on a un préjugé favorable, vous et moi, parce que les huiles essentielles, c'est ma passion, puis la tienne aussi. Puis Oui, évidemment, tu sais, c'est un focus, mais ça exclut pas qu'éventuellement la méthode puisse être utile et recrutée et réutilisée dans d'autres domaines de oui, médecine alternative, de médecine douce, qui ont besoin de preuves aussi. Mais de preuves, ils ont déjà aussi, parce que sinon, on ferait pas, on n'aurait pas recours à ça. On n'est pas fous, là. Tu sais, là, si ça ne marchait pas, on ne se le dirait pas les uns les autres, vas-y comme ça, là, tu sais, là. Mais vu que ça marche, on est assez fou pour dire pas besoin qu'on me le dise, je le sais, là, tu sais, là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut partager. Puis que la oui. crédibilité qui vient avec ça soit reconnue parce que c'est une évidence. Pour ceux qui le vivent, c'est une évidence. Comment ça se fait que le docteur ne le sait pas? Moi, je l'ai trouvée vraiment bonne, celle-là, là. Comment ça se fait que je ne le sais pas? J'ai payé Ouais. pour étudier, je serais supposée savoir ça. Comment ça, je J'ai ne le tout sais appris. pas? Oui, je sais que je devrais savoir. Oui, tout à fait. Ouais. Eh bien, un grand merci, Lucie, pour cette rencontre. J'espère que vous avez apprécié. On a plein d'autres projets. On veut rencontrer aussi, on a mentionné Éric Désiel, c'est ça? Oui, Euh, pour vous faire découvrir ses projets en aromathérapie à l'Institut Armand Frappier. Donc, comme je l'ai dit, on va mettre des liens, peu importe où se retrouve le podcast ou la vidéo, pour que vous puissiez facilement trouver la page de la Fondation Armand Frappier, puis que vous puissiez cliquer, arriver tout de suite sur le don, sélectionner aromathérapie. Donc, c'est grâce à vous qu'on va pouvoir créer cette banque de données pour laquelle on va vous solliciter par la suite, l'écrire de manière structurée,
Puis, on va avoir une équipe qui va pouvoir être dédiée à accumuler l'information, puis créer des rapports et surtout, comme Lucie le mentionne, vous les rendre disponibles. Vous investissez dans vos résultats pour avoir les résultats de tout le monde, finalement. Oui, c'est notre affaire, en fait. On Oui, s'occupe de nos affaires parce que on est je dirais, les grands bénéficiaires de cette initiative-là, parce que les compagnies n'ont pas intérêt à nous faire ça, là. Ils n'ont pas intérêt à nous révéler ce qui nous permet d'être autonomes. C'est là. C'est à nous de se le donner, là. C'est notre responsabilité, dans le fond, là, tu sais, là. exact. C'est un Les investissement. Américains, pour citer cette phrase-là que j'aime bien, là, c'est Put your money where your mouth is. Ça veut dire mets ton argent là où est ta bouche, là où est ton propos, que ton discours, que l'action suive le discours, en fait. Vraiment, faut assumer que si c'est négligé, c'est nous autres les négligents. Est-ce qu'au Québec, on dirait que les bottines suivent les babines? Oui, c'est ça, notre expression correspondante, C'est c'est pas moins les chic. bottines suivent les babines. Merci encore beaucoup, Lucie, de ton temps, Merci. de partager ta passion, de ce qui t'anime, de faire rayonner l'aromathérapie, de la rendre accessible à tous, de rassembler les gens. Donc, merci beaucoup. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Puis, je vous dis à la prochaine. Merci Véronique et bonne journée tout le monde. Merci. Bye. Je suis en train d'arrêter la vidéo. C'est bien parfait. Est-ce qu'on J'étais continue? là. Parce qu'on pourrait continuer peut-être, c'est comment, moi je trouve ça stimulant évidemment de